un agriculteur nourrissait 5 personnes à cette époque-là, il en nourrit maintenant 80 à 100. Donc ça montre qu'il y a eu une évolution sur la productivité énorme. Donc, si je transpose, en supposant que tous les facteurs sont favorables, si je transpose cette augmentation de productivité, qui est pour les pays développés, aux pays émergents, nous n'avons aucun problème d'alimentation mondiale. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est notamment l'OMS qui dit que globalement, la quantité de calories qu'on pourrait produire dans le monde divisé par le nombre d'habitants, c'est 3000 kilocalories. Et à 3000 kilocalories, s'il n'y a pas de souci, on nourrit tout le monde. Et donc, non seulement la productivité augmente, qui a eu pour conséquence de baisser les prix. Donc ça veut dire que si, non seulement les technologies, si on les appliquait dans le monde entier, et si ça diminuerait les prix, donc ça permettrait à toute la population de pouvoir se nourrir correctement. C'est ça que je veux dire par là. Pays développés, c'est deux problèmes, l'obésité et le diabète. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la plus grande maladie, notamment pour les femmes, vous savez quelle est la maladie qui... C'est les maladies cardiovasculaires pour les femmes. Pour les hommes aussi, mais c'est la première cause de décès aux États-Unis, due à une alimentation qui est parfaitement déséquilibrée. Inversement, si vous regardez le continent africain, si vous regardez le continent asiatique, vous voyez que nous sommes à moins de 1500 kilocalories ici. C'est pour la première fois où des jeunes ont sorti les kalachnikovs, ont fait des barricades pour dire il y en a assez, vous les gouvernements, on a envie de manger. Et donc vous avez, alors j'ai repris, c'est des photographies de journaux que j'ai trouvées sur la Côte d'Ivoire, Haïti. Vous voyez, il y en a deux à Haïti, parce qu'il y a des représentants d'Haïti ici, vous voyez. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, encore une troisième ici, Haïti, vous voyez, ici la manifestation. Voilà. La première fois dans le monde que les pays en voie de développement, l'émergence, ont dit ça suffit. Pour que le prix, il n'augmente pas. Et on a protégé notre agriculture. Que font les États-Unis? Notre fameux Donald, là. Qu'est-ce qu'il fait? Il protège les agriculteurs américains. Certes, les Américains, fiers, disent « moi, je vends au cours mondial ». Ouais, sauf que derrière, ils ont des subventions à l'exploitation agricole. Voilà. Donc on montre bien que pour les matières premières agricoles, l'OMC n'est pas un endroit de régulation. C'est un endroit politique. Je parle des matières premières agricoles. C'est un lieu politique de puissance pour affirmer sa puissance. Et on en est aux États-Unis contre l'Europe, contre la Chine. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Mais surtout, sur les 821 millions, c'est 500 millions d'agriculteurs qui souffrent de la faim. Et ça, c'est dramatique. C'est eux qui devraient... Ils ne devraient pas souffrir de la faim puisqu'ils produisent. Eh bien non, c'est eux qui souffrent de la faim. Donc si on donnait la possibilité à ces agriculteurs d'être véritablement des bons agriculteurs, des agriculteurs, ce sont de bons agriculteurs, mais si on leur donnait les moyens, ces 500 millions de personnes qui ne seraient pas dans les 821 millions. Donc, quand on dit qu'il faut diminuer par 2, même la FAO vient de sortir en 2019, 0 faim comme objectif. C'est un document que vous pouvez procurer sur Internet. Vous allez sur FAO, vous avez 0 faim, et vous avez une étude qui a été faite là-dessus, dont j'ai retiré beaucoup de choses, bien sûr. 0 faim. Eh bien voilà, le 0 faim, on pourra l'obtenir ici. Si on aide les paysans, non seulement ils vont produire, donc ça va dire, on va retirer 500 millions, mais beaucoup plus. Parce qu'ils vont nourrir leur population. L'Organisation mondiale de la santé qui dit
on sera 2 milliards en 2030. 2030, c'est demain. Hein. 2030, c'est demain. Hein. D'accord? Eh bien voilà. Eh bien voilà ce qui se passerait. Imaginez que c'est 500 millions, c'est 200 millions, c'est 100 millions. Ils vont nourrir ces 2 milliards de personnes. D'accord? Et vous avez expliqué là le cercle infernal de la pauvreté. Donc si on veut lutter contre la pauvreté dans le monde, il n'y a qu'une chose à faire, développer l'agriculture. Voilà. Pour moi, c'est le grand message que je veux faire passer. Hein, vous serez peut-être plus tard acteur dans ce domaine. Vous aurez peut-être, je sais pas, les commandes, hein, si vous êtes chef d'État. Pourquoi pas? On en a eu dans les anciens des centres. Si vous êtes chef d'État ou si vous travaillez peut-être dans une organisation mondiale, eh bien voilà. Hein. N'oubliez pas ce message, aidons l'agriculture. Les variations du climat dont on va parler un peu tout à l'heure. Et vous voyez ici la carte, vous voyez, forcément, plus c'est, vous voyez, bleu c'est bien, et plus on va vers le rouge foncé, plus c'est dramatique, au risque alimentaire. Alors, bien sûr, là, on va se retrouver aussi exactement avec la même échelle. Tout ce qui est vert, c'est bon. Il n'y a pas trop de risques. Par contre, tout ce qui est en couleur, enfin ici, le bistre, ici, et tout ça, vous voyez, ici, on retrouve l'Afrique. Et l'Inde aussi, également. Vous voyez? Les deux continents dans lesquels, où le risque alimentaire... Regardez ici, ça c'est la République centrale. Centrafrique. C'est la Centrafrique ici. Vous voyez cette ligne ici? Très, très dangereuse. Il ne faut pas s'étonner que ce soit là-bas qu'il y ait des conflits. Le Tchad, le Centrafrique. Maintenant, bientôt, il commence à y avoir des conflits là, au Burkina Faso. Ça démarre. Voilà. Faut pas chercher long. Faut pas chercher. Vous savez, quand une famille doit mettre une journée pour trouver de la nourriture, elle ne perd que ça, elle passe son temps à trouver de la nourriture. Il suffit qu'il y ait un idéologue avec des kalachnikovs qui passent, et vous avez les jeunes qui prennent les kalachnikovs. Hein. On leur donne à manger. Et on leur donne à manger. Ils doivent être versés à l'ONU pour régler les problèmes du développement. Vous voyez, ils l'ont fait un an. Regardez après cette subvention qui a diminué. Alors je me suis arrêté en 2005 parce qu'après il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus grand-chose. Bon, voilà, qu'on ne s'étonne pas maintenant, qu'on ne s'étonne pas qu'il y ait des immigrants, quoi. Notre responsabilité, elle est engagée. Elle est très engagée. Vous voyez la part de l'aide ici en vert. Regardez cette part de l'aide qui diminue de plus en plus. À l'agriculture, hein, je parle. Ça, c'est l'aide en général, pour l'OMS, pour enfin, toutes les aides internationales. Mais ici, c'est la part liée à l'agriculture. Regardez, on est à 4%. Après, on s'étonne. Là, ils sont 4, et puis la femme avec son enfant sur le dos, ils ont eu où? Lui, vous voyez la largeur de la moissonneuse-batteuse. Hein. Un hectare de productivité de 1 à 200. Alors, ici, c'est pour ceux qui aiment bien les chiffres. Peu importe, c'est parce que cette conférence le fait aussi à des agriculteurs qui comprennent. Ce qui est important, c'est regarder la valeur ajoutée. Hein? Vous connaissez la valeur ajoutée, s'il y a des économistes parmi vous, hein, le fait de faire quelque chose, vous apportez de la valeur. Quand je prends de l'acier et que je fais une voiture, je fais de la valeur. Quand je prends une semence de blé et que je fais du pain, c'est de la valeur ajoutée. Eh bien, en Casamance au Sénégal, la valeur ajoutée, elle est de 0,5 tonnes par actif et par an. Elle est de 100 tonnes par actif et par an en Louisiane, aux USA. Vous voyez, un facteur de 1 à 200. Donc il est bien évident que ces pauvres paysans ici ne peuvent pas s'en sortir. Quoi. Alors ça a un impact économique, puisque c'est de l'ordre de 470 € par foyer et par an. Et c'est aussi de l'eau qu'on perd. C'est 20% de l'eau. Donc on a tout intérêt à travailler sur ce gaspillage et à éviter ce gaspillage. Et là, c'est pas compliqué, c'est pas très compliqué à faire. C'est de, faut être citoyen, quoi. On apprend la citoyenneté. Là. On essaie de le faire ici avec notre poubelle. Une énergie pas chère, qui est l'alcool.
et donc des moteurs à alcool. Alors, où s'est produit cet alcool? Là où il y a des céréales, où il y a du maïs. Donc c'est les États-Unis, c'est l'Europe, c'est l'Amérique du Sud, c'est là où il y a du maïs. Mais ce maïs-là, il est soustrait à l'alimentation animale, et à l'alimentation des hommes. Donc c'est un problème aussi, car si on augmente le niveau de vie, on va augmenter notre consommation en énergie. Alors en énergie fossile, ça c'est sûr, mais aussi, si on veut diminuer l'énergie fossile, certains disent, eh bien, il y a des céréales, on peut en faire de l'alcool et donc de l'énergie. Alors quand on dit des mégapoles, c'est 10 millions d'habitants. Hein. Je ne sais pas s'il y en a qui habitent ces mégapoles parmi vous. Si, il y en a. En Inde, ouais. C'est au Mexique. Des mégapoles, oui, les mégapoles. Comment alimenter une mégapole? Il y a des problèmes liés à l'eau, liés au réseau, etc. Mais en agriculture, comment voulez-vous avec? D'où une possibilité, c'est ce qu'on appelle l'agriculture urbaine. Sur les toits, sur les espaces publics, notamment en culture maraîchère, de telle manière à fournir des produits frais dans ces mégapoles. Voilà une autre solution possible, mais pour ça, il faut arrêter l'artificialisation. Et il faut surtout une puissance politique qui interdise et qui protège ces surfaces publiques pour permettre à des agriculteurs d'exercer leur métier. Parce que mettez-vous à la place d'un agriculteur qui a un petit lopin de terre à côté de chez lui. Il souffre de la faim, et il y a un gros industriel français qui arrive et qui dit voilà autant de milliers de dollars. Mais qu'est-ce qu'il va faire, d'après vous? Il va vendre. Il va vendre. Toujours la FAO dit que globalement, si on ne fait rien, un pays en développement sur 5 sera sujet à une pénurie d'eau. 1 sur 5. Et ils ont sorti cette carte qui est très intéressante, c'est la situation de la pénurie d'eau dans le monde. Attention, parce que qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? L'Afrique, pénurie d'eau. Et j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'eau en Afrique. Ouais, mais c'est pas tout d'avoir de l'eau. Le Congo, il y en a. Mais l'eau. Comment la faire arriver au point où... Voilà, comment la faire arriver au point où on en a besoin. Ça veut dire qu'il faut faire des fossés, il faut faire des aqueducs, il faut réguler par des barrages. Voilà. Il ne suffit pas qu'on ait de l'eau importante pendant 2 mois de l'année et plus d'eau après. Donc il faut des stocks. Vous voyez? Eh bien, cette carte-là, elle a pris en compte justement tous les investissements qu'il faut pour qu'on ait de l'eau là où on en a besoin. Et c'est pour ça qu'on retrouve à nouveau l'Afrique. Il y a des solutions, notamment en Inde, qui sont utilisées, c'est la méthanisation. Vous connaissez tous la méthanisation? Alors, on stocke les matières organiques, qu'elles soient humaines ou animales, on les stocke dans une grande cuve, et là il y a les bactéries qui vont fabriquer du gaz qu'on appelle le méthane. C'est de la fermentation. C'est de la fermentation. Et on en fabrique aussi. Et nous aussi on en fabrique, et les vaches en produisent beaucoup. Et les vaches en produisent beaucoup. Alors ce méthane, il suffit après de le comprimer, et on peut l'utiliser pour la cuisine, c'est ce qui se fait en Inde. Et donc ça évite de la déforestation, puisqu'on aura du gaz pour faire la nourriture, et on peut mettre ça dans un moteur. Si vous allez à Clermarais, vous allez passer peut-être à Renescure, et à Renescure, il y a une station de méthanisation. Alors là, il y a 2 choses. Il y a 1, l'utilisation de produits chimiques, 2, il y a Monsanto. Monsanto qui est une multinationale américaine qui fait la pluie et le beau temps en matière de produits chimiques. Alors, il y a des ONG, et j'en suis, qui trouvent que c'est un peu enfin, le monopole n'est jamais quelque chose de très très bon dans une économie. Le Monsanto, c'est pas lui qui fabrique aussi les produits OGM? Si. Monsanto a racheté toutes les entreprises chimiques, notamment BASF, qui a été racheté,
Ils ont racheté celle de Syngenta, qui est suisse. Ils ont racheté, maintenant c'est Monsanto. Et ils ont racheté toutes les entreprises de biologie qui faisaient des OGM. Ils ont tout racheté. Et donc, c'est le monopole, quoi. Ils ont le produit chimique et ils ont la semence. Hein, puisque c'était des entreprises de biotechnologie, c'était des semenciers qui faisaient des OGM. Alors, les OGM, c'est bon ou pas bon? Là, il faudrait refaire une conférence là-dessus. Ah oui, parce que c'est vraiment très compliqué. Hein, cette diminution de nombre d'espèces animales dans le monde. Là aussi, c'est pareil. S'il y a une espèce dominante, si on perd des espèces, on perd en diversité. Et donc, s'il y a une maladie qui arrive, eh bien, on a une épidémie tout de suite, quoi. CO2 produite. Bon, il y a bien une liaison entre les deux. Alors, je vais parler de la France. Et après, je vais parler du territoire. Hein. Ben, la France, vous situez Nice. Hein, c'est le sud de la France. C'est le paradis. Oui. Pour ceux qui sont déjà allés, c'est la Côte d'Azur, Monaco, Cannes. Voyez, bon. Vous voyez Alger? Alger, l'Algérie, la capitale Alger. Eh bien, si on ne fait rien, à Nice, Monaco, la Côte d'Azur, il va faire le temps d'Alger. Ça va changer un petit peu le territoire. Hein. Angers, vous voyez où c'est Angers, les châteaux de la Loire? Vous voyez où c'est les châteaux de la Loire? C'est à peu près à milieu de la France, hein, la Loire. Donc là, il y a une ville qui s'appelle Angers. Bah, Angers, il fera le temps de Nice. Et nous, à Lille, d'après vous, il fera le temps d'Angers. Mais imaginez maintenant cette modification sur les exploitations agricoles. À Alger, la production agricole, elle n'est pas la même que sur la Côte d'Azur. À Angers, elle n'est pas la même chose que sur la Côte d'Azur. Et à Lille, elle n'est pas la même chose qu'à Angers. Je prends un exemple, la betterave. Est-ce qu'on sera encore capable de produire de la betterave chez nous? Vous voyez les conséquences que ça pourra avoir en termes de système d'exploitation rassemblé et plus forte. 12,5 jours. Ah bon? Le niveau de la mer, vous n'êtes pas allé sur la côte? Encore, ça va venir. Ils vont à Dunkerque, à Boulogne. À Boulogne, eh bien, vous n'allez pas le voir parce que c'est sur plusieurs années. Mais le niveau de la mer a augmenté de 9,5 cm. Imaginez 9,5 cm, ça fait ça, hein? Mais imaginez une nappe d'eau de 9,5 cm avec les Flandres qui sont en dessous du... Vous allez aller à Clermarais? Ouais. Vous allez voir la gestion de l'eau à Clermarais. Avec des sols qui sont en dessous. Faut savoir que sur les Mouères, qui est près de Dunkerque, si vous allez à Dunkerque, c'est moins 1 mètre sous le niveau de la mer. Allez dans les Pays-Bas. Tous les Pays-Bas sont en dessous du niveau de la mer. L'environnement et de la lutte contre le réchauffement climatique. J'espère que vous avez bien compris. Donc ce sont des modèles qui doivent être adaptés à chaque région du monde, à chaque pays du monde, à chaque territoire du monde. Il n'y a pas de solution passe-partout. Deuxième, c'est aider les pays les plus pauvres à relancer leur agriculture. J'espère que vous avez compris. Si on ne relance pas l'agriculture, la pauvreté restera. Et un environnement commercial favorable. Il faut protéger l'agriculture. Il faut que l'Afrique ait son... Comme a fait l'Europe. Peut-être que pour certaines régions d'Afrique, il faut qu'ils ont, comme nous on a fait en Europe, une protection liée aux accords européens. Il faut qu'il y ait un marché commun africain, un MCA. Il y a eu un MCE, il faut qu'il y ait un MCA. Et ça, c'est politique. Et une régulation volontaire des marchés. C'est-à-dire que, alors là c'est moi qui dis ça, qu'on sorte l'agriculture de cette mondialisation, de ce OMC, de telle manière à pouvoir
gérer les stocks, gérer les prix. C'est ça qui est important. Supposons qu'il y a une nouvelle sécheresse en Australie. Aussitôt, c'est un très gros producteur de céréales. Aussitôt, les stocks vont diminuer. À l'heure actuelle, vous savez quel est le... Supposons qu'il n'y ait plus de céréales dans le monde, combien de temps on pourrait tenir dans le monde les stocks? Vous savez combien? 3 mois. C'est périssable. Et c'est périssable en plus. 3 mois. Donc si j'imagine, il y a de la guerre partout, il n'y a plus de production. Eh bien, on pourrait tenir dans le monde 3 mois. Et on pourrait tenir plutôt 3 mois dans les pays développés que dans les pays en voie de développement. D'accord? Donc il faut gérer tout ça. La valorisation de la biomasse, la gestion de l'eau, la gestion de la biodiversité, les bâtiments d'élevage et l'énergie. Voilà pour moi les grands enjeux que l'on a à travailler. C'est pour ça que une des meilleures formations, c'est l'agriculture. Il faut former. L'agriculture, c'est pas ringard. C'est pas ringard du tout. C'est très actuel. Parce qu'en plus, avec l'agriculture, on peut lutter contre le réchauffement climatique. Donc c'est pas ringard du tout, c'est même la matière la plus moderne qui existe dans le monde, l'agriculture. Et on a besoin de jeunes pour travailler sur tout ça, et jeunes dans vos pays. Pas en Europe, c'est dans vos pays que ça doit se passer. Le modèle français n'est pas un modèle exportable, je sais pas où moi, au Zimbabwe. Pas du tout. De votre attention parce que on est bon que quand il y a un échange. L'échange. Merci beaucoup. Et je vous offre le fanion sur avec tous les noms de. Pas tous les noms, mais avec la définition, bon, pas la définition, la traduction de merci de tous les noms des pays qui sont là. Et avec le nom du pays à côté. Un grand merci. Merci à vous.